Bonjour les troisièmes, on continue donc nos cours d'histoire-géographie. Je vous rappelle qu'avant les vacances, on s'est arrêté avec donc ce chapitre 2 de géographie, les territoires ultramarins français. On a fini avec ce thème et maintenant on va démarrer un nouveau thème d'histoire. On va suivre le monde depuis 1945 et on va avoir notre premier chapitre, décolonisation et indépendance, qui va être notre premier cours de ce premier chapitre, indépendance et guerre froide. Alors pour ce cours, vous aurez besoin de 4 fichiers en pièces jointes. Le premier, donc c'est l'activité 1, c'est, comme vous allez pouvoir le voir ici, c'est une carte que vous allez devoir remplir. Alors comme d'habitude, je vous le dis, vous avez l'habitude maintenant. Si vous avez la possibilité de l'imprimer, dans ce cas, imprimez-le, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, pas de souci. Vous notez sur un papier ou sur votre cahier quelque part les documents dont vous aurez besoin et je vous l'imprimerai en rentrant. Ensuite, pour pouvoir réaliser cette carte, je vous ai laissé en fichier joint ceci. Donc c'est une carte, je vous l'ai mis donc en PNG, c'est pour que vous puissiez bien la voir pour pouvoir remplir cette carte. Là, l'activité n'est pas trop compliquée, hein, il va falloir tout simplement compléter votre carte avec les éléments de celle-ci. Donc là, pour cette activité, vous aurez besoin de ça, donc je vous le laisse de côté, comme ça vous pouvez la voir bien comme il faut si vous voulez. Je vous dirai de toute façon pendant le cours, au moment de le compléter. Et enfin, vous avez l'activité 2 avec laquelle j'ai mis la correction, le fichier correction ici, qui sera un texte avec des questions. Bon, là, plus classique, vous connaissez, hein. Donc, on va voir ça maintenant avec le cours. Alors, pour commencer donc ce nouveau thème qui s'appelle le monde depuis 1945, on va s'arrêter en 1945. On va commencer en 1945 avec donc ce document-ci. Donc je vous rappelle, en tant que vous êtes en distanciel, essayez de le faire, mettez sur pause avant que je le fasse moi-même. Essayez de trouver le NADOS, la nature, auteur, date, œuvre, sujet du document. Comme ça vous entraîne à le faire régulièrement. Donc pour la nature du document, c'est une photographie de la conférence de Yalta. On voit dans cette conférence de Yalta Winston Churchill, qui est le Premier ministre de l'Angleterre, Franklin Delano Roosevelt, qui est le président des États-Unis, et Joseph Staline, donc le dirigeant de l'URSS, la Russie. L'auteur, donc en tout cas celui qui conserve cette photo, c'est un site d'archives en Angleterre. C'est daté, cette photo, de février 1945, pendant la conférence de Yalta. Et donc, comme vous pouvez voir, le sujet est ici. Le but de Yalta, prévoir le futur de l'Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette conférence, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence des trois principaux représentants de l'alliance contre les nazis, les alliés, donc l'Angleterre d'un côté, les États-Unis et l'URSS. Ce sont trois alliés de circonstance, c'est-à-dire que ce sont des alliés qui ne devraient pas vraiment être alliés dans le sens où ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes buts, ils ont des idéologies tout à fait différentes, et en particulier, là, si vous faites la coupure, elle se fait plus ici, avec à gauche Churchill et Roosevelt, qui eux, pour le coup, ont beaucoup de terrain d'entente, et Staline, qui a adopté, si vous vous rappelez bien, un régime communiste, et de l'autre côté, on a au contraire les représentants de l'idéologie opposée, on va dire, c'est-à-dire l'idéologie capitaliste. Donc, cette conférence de Yalta, elle préfigure un petit peu ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale, puisque le but de cette conférence, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après la guerre. Le pouvoir de l'Allemagne est en train de s'effondrer, les nazis sont bientôt battus, donc on veut savoir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se partage les territoires conquis, et comment est-ce qu'on s'organise après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là on commence à voir apparaître les tensions de ce qui va préfigurer le monde après 1945. Et c'est une autre guerre qui va s'enclencher, mais cette fois-ci un peu différente, un peu nouvelle, c'est la guerre froide. Donc c'est ce qu'on va marquer pour notre titre.
Donc on enclenche un nouveau thème d'histoire. Vous n'êtes pas obligé de sauter complètement une page, mais commencez à partir d'une page blanche, mettez histoire dans la marge, comme d'habitude, maintenant vous commencez à connaître. Vous marquez donc thème 3, le monde depuis 1945, quels sont les enjeux et les conflits dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir écrire le titre, et ensuite vous avez une deuxième partie du titre à écrire. Donc la deuxième partie du titre, la voici. On va commencer avec un premier chapitre, Indépendance et guerre froide, de 1945 à 1989. Et notre premier cours, ce sera Décolonisation et indépendance, avec un S, vous n'oubliez pas. Comment les colonies des empires coloniaux accèdent-elles à l'indépendance? Donc vous mettez sur pause pour pouvoir écrire ce titre, et on enchaîne ensuite. Alors la première chose, on va regarder un petit peu ce titre-là, parce que je vous parle de guerre froide, je vous parle de tout plein de choses. C'est le monde depuis 1945, c'est un thème qui est très très large, et on commence avec ça, avec la colonisation, et au contraire justement la décolonisation. Donc si vous réfléchissez un petit peu, ça veut bien dire qu'on fait l'inverse, on a colonisé pendant des années, maintenant on va décoloniser, et les indépendances, donc il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est déjà les empires coloniaux, qu'est-ce que c'est l'indépendance. Donc on va regarder d'abord une carte, avec cette première carte, qui nous montre les différents empires coloniaux à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une carte du manuel Hatier qui date de 2016, mais on est bien ici en 1945. La situation présentée, c'est les empires coloniaux en 1945. Alors déjà, une colonie, qu'est-ce que c'est? Une colonie, c'est un territoire possédé en dehors de la métropole. Alors là, qu'est-ce que c'est la métropole du coup? Là, on parle de la métropole comme on en parle avec la Guadeloupe ou la Martinique qui existe, enfin qui est toujours en une possession française aujourd'hui. Donc la métropole, c'est le territoire sur le continent, le territoire en Europe, et du coup l'espace outre-mer, du coup c'est outre la mer européenne. Donc une colonie, c'est un territoire qui est possédé par une métropole, mais qui est outre-mer, donc qui est plus loin de la mer Méditerranée en gros. Donc on peut voir déjà qu'on a des empires coloniaux très différents et très grands. Le premier, celui qui nous intéresse évidemment, c'est l'Empire français. Vous pouvez voir que la France est installée dans une très grosse part de l'Afrique. On possède évidemment l'Algérie, une partie du Maroc, la Tunisie, un grand nombre de pays là, ici, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est AOF, Afrique de l'Ouest française, Afrique de l'Est française. Et on possède également, la France possède également des îles ici, Madagascar, La Réunion, Martinique, Guadeloupe, donc des îles que vous avez déjà vues. Ces îles qu'on a toujours, ce sont ce qu'on appelle des confettis d'empire, c'est-à-dire c'est le reste de nos colonies, ce que la France avait en territoires coloniaux auparavant, et qui maintenant sont évidemment intégrés comme des territoires à part entière de la France, mais qui à l'époque sont considérés comme des territoires spéciaux, des colonies, donc qui ont un statut différent. On a également, à ne pas oublier, l'Indochine, qui est la réunion de trois pays, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Trois pays aujourd'hui. Donc on a un territoire qui est très étendu, et on n'est pas les seuls à avoir ce grand territoire colonial. On a aussi une île, là, c'est le Royaume-Uni, qui a un autre gros gros bout des colonies. Donc par exemple ici le Soudan, alors un très gros Soudan, avec une partie de Kenya, avec une partie là en Afrique, plutôt dans la partie sud de l'Afrique. On voit que ici on a aussi la France à sa Guyane, l'Angleterre également, des parties du monde arabe également, et surtout la perle de la colonie britannique, c'est l'Empire des Indes, c'est l'Inde, cet énorme pays qui appartient à l'Angleterre. On n'est pas les seuls, hein, la France et les Britanniques sont les plus grands empires coloniaux, mais on peut voir qu'on a aussi l'Espagne, le Danemark,
les Néerlandais, donc les Pays-Bas, les Belges, les Portugais, et même pendant un court moment, les Italiens, qui vont posséder des parties de l'Afrique et de l'Asie. Ce qu'on peut voir, et ce qui est très étonnant du coup, après la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en 1945, ben, pratiquement toute l'Afrique est colonisée. Une énorme partie de l'Inde est aussi colonisée, puisqu'on peut voir que là, ici, l'Indonésie appartient par exemple aux Pays-Bas. On a de grosses parties de l'Inde, avec l'Inde, on a l'Indochine, Hong Kong, donc on a pas mal d'endroits en Asie qui sont colonisés, et surtout, le plus impressionnant, c'est quand même l'Afrique, puisque la quasi-totalité de l'Afrique est dépendante, complètement dépendante de ces métropoles, elles sont contrôlées par les métropoles. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les empires sont complètement épuisés. On a eu une guerre qui a été longue, qui a été difficile, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'armée, les empires sont complètement épuisés, et donc les métropoles vont avoir du mal à garder ces colonies si elles le veulent. C'est-à-dire que si ces colonies décident de se révolter, eh ben, les métropoles n'auront pas le pouvoir nécessaire pour les tenir, pour les contenir. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même de la part des colonies une véritable volonté d'indépendance, de devoir se diriger seules. Ce sont des territoires qui n'ont absolument rien à voir avec la métropole et qui sont pourtant gérés comme des territoires de la métropole. On ne connaît pas bien les problématiques. Ce sont des territoires aussi qui sont utilisés de manière tout à fait économique, c'est-à-dire que on va utiliser ces territoires africains essentiellement pour pouvoir faire de l'argent, et la population qui est sur place, bon, si elle va bien, c'est tant mieux, sinon, c'est pas forcément l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économie. Et donc, on a une population locale qui, évidemment, veut se diriger seule et cherche à avoir son indépendance, c'est-à-dire ne plus dépendre de leur métropole. Et donc on a pour premier élément positif pour cette décolonisation, c'est-à-dire le fait que toutes ces colonies deviennent indépendantes, premier élément, ben, on a des empires qui sont fatigués après la Seconde Guerre mondiale. Deuxième élément, on a des empires qui ont fait des promesses. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, tout était bon pour avoir des soldats. Les Français ont fait des promesses aux colons, on leur ont dit, bon ben voilà, si vous voulez nous aider pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous venez nous battre avec nous, eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, on vous accordera un statut avec plus de liberté, etc., etc. Donc, on va s'arranger un petit peu. Donc, on a des promesses qui ont été faites, et une fois que la Seconde Guerre mondiale est terminée, évidemment, ces colons ont toute envie de faire tenir ces promesses. Les Français l'ont fait, l'Angleterre aussi, en particulier à l'Inde, c'était presque une condition. Alors, on a presque dit aux Indiens, bon ben voilà, si vous venez vous battre avec nous, vous serez indépendants. Donc on a cette deuxième raison-là qui donne envie, qui donne des volontés d'indépendance. Ensuite, on a une troisième raison. La troisième raison, elle est ici, c'est les États-Unis et c'est l'URSS. Les États-Unis et l'URSS sont ouvertement, vous le voyez sur cette carte, deux grandes superpuissances hostiles à la domination coloniale. C'est-à-dire que les deux pays ont un discours anti-colonie, anti-colonisation. Et donc ces discours de ces deux grandes puissances, qui sont les deux gros monstres là, de cette époque, vont vraiment aller en faveur du coup de la décolonisation et de l'indépendance de ces pays, c'est-à-dire que ce sont des pays qui vont mettre pression, qui vont soutenir les colons pour une décolonisation, et qui en tout cas ne vont pas soutenir l'Europe dans ces dessins-là. Et c'est très particulier, notamment dans la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis, puisque ce sont des cousins, les Anglais et les Américains. Les Américains leur disent ouvertement, vos colonies, là, il faut vous en débarrasser. Ils mettent la pression au Royaume-Uni pour qu'il sorte de tout ça, et l'URSS va en faire de même. Donc ce sont deux pays qui, du coup, vont énormément mettre la pression pour faire sortir ces pays de la colonisation. Donc vous voyez, à la sortie de cette Seconde Guerre mondiale, on a un territoire colonial, une colonisation qui s'est faite depuis le XVe siècle, depuis à peu près la découverte des Amériques par Christophe Colomb,
On a un territoire colonial qui s'est étendu, des empires qui sont devenus énormes, qui se sont agrandis au 19e siècle et qui maintenant sont en train de chuter et qui on se pose cette question de la colonie et de l'indépendance et on a un terrain qui est très favorable pour la décolonisation. On va écrire ça dans notre première trace écrite. Depuis la fin du XVe siècle, les grandes puissances européennes ont fondé des empires coloniaux. Ces empires se sont étendus et agrandis jusqu'au XIXe siècle. Alors vous mettez bien voir activité 1, c'est la première carte, même si on ne l'a pas encore faite, c'est pour vous donner l'idée des territoires coloniaux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes sont épuisées et affaiblies. Les Européens ont également fait des promesses aux colonies en l'échange de leur participation à la guerre. Enfin, les États-Unis et l'URSS se déclarent contre la colonisation. Tous ces éléments donnent un terrain favorable pour que les colonies réclament leur indépendance. Donc vous mettez sur pause pour pouvoir écrire cette trace écrite, et ensuite on écrit les mots de lexique. Donc pour le lexique, les trois sont réunis ici. Donc, empire colonial, une métropole comprenant de nombreuses colonies. Colonie, c'est un territoire outre-mer appartenant et étant dirigé depuis la métropole. Et indépendance, c'est la volonté d'un peuple de se diriger seul et de former un pays libre. Pareil, vous mettez sur pause pour pouvoir écrire ce lexique et on passe à la suite. Alors pour la suite, on va commencer donc la première activité. Normalement, ça devrait aller vite. Donc comme je l'ai dit, si vous avez la possibilité, imprimez-le, pardon. Donc vous collez la carte, ne la pliez pas parce que évidemment c'est une carte, ça sera pas très lisible si vous la pliez. Vous remplissez directement sur la fiche et il va vous falloir vous créer une couleur pour faire cette activité. Donc la carte, la voici, l'activité 1. Donc, vous avez déjà des éléments qui sont remplis, donc les colonies appartenant à la France et les colonies appartenant au Royaume-Uni. Je n'ai mis que ces deux empires parce que ce sont les plus grands empires coloniaux de l'époque. Si vous le souhaitez, si vous en avez envie, vous pouvez rajouter le reste des empires coloniaux, mais voilà, vraiment les plus importants y sont. Vous remarquerez qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas mis, notamment les colonies appartenant au Royaume-Uni. Faites attention là, à bien rajouter les derniers petits éléments, notamment dans le côté la péninsule arabique. Donc vous avez ici, vous pouvez le voir, la colonie appartenant à la France, donc ce sont les traits qui sont très très serrés, et les colonies au Royaume-Uni, ce sont les traits qui sont plus larges et desserrés. Donc je vais vous demander de mettre le lieu d'une grande conférence du tiers-monde. Alors ça, vous le mettez tout de suite, et je vous expliquerai ça, on va le voir plus tard, mais vous le mettez tout de suite, comme ça vous donnera l'indication de où est-ce que c'est. Et ensuite, il va falloir colorier tout simplement quels pays se sont décolonisés entre 45 et 55, lesquels se sont décolonisés entre 56 et 65, et ceux qui se sont décolonisés après 66. Donc pour ça, il va vous falloir cette image-là, cette carte-là. Donc vous l'avez ici, hein, c'est pas, vous n'avez pas besoin de beaucoup de réfléchir, là il vous suffit juste de colorier au bon endroit. Alors pourquoi je vous fais faire cette carte? Déjà pour que vous ayez en tête la taille des empires coloniaux, mais aussi pour vous montrer les étapes de la décolonisation et voir que ça se fait quand même très rapidement, très brutalement, la décolonisation en une vingtaine d'années, en gros, après la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale, l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment l'élément déclencheur de tout ça, de cette décolonisation. Alors comme vous pouvez le voir, on va en parler de ça. Donc on a une première étape de décolonisation, ce sont les pays qui en sortent en premier, ce sont en particulier des pays de l'Empire britannique ou de l'Italie, des pays vaincus, donc l'Italie par exemple possédait la Libye. On a évidemment l'Inde, qui est le premier gros pays qui sort, qui devient indépendant en 1947. Et ça, c'est une date à retenir parce que c'est une perte énorme, entre guillemets, la colonie de l'Inde après la Seconde Guerre mondiale. Mais on a aussi l'Indochine, en France, plusieurs autres territoires là en Asie. Et le temps de la décolonisation en Afrique arrive lui plutôt entre 1956 et 1965. Alors si on regarde en particulier les colonies africaines françaises, ça se fait en deux étapes.
parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas tenir ces colonies françaises, et donc on va avoir deux étapes. La première, ça va être une loi de 1956, c'est la loi Defferre, qui donne beaucoup plus de liberté aux colonies, et c'est une première étape vers l'indépendance. C'est pas encore l'indépendance, mais on va leur donner plus de liberté, plus de représentation. Il va y avoir une deuxième étape en 1958, encore une étape où on va encore offrir plus de liberté, et on va avoir beaucoup de pays qui vont obtenir leur indépendance après négociation, après un vote, après parlementation avec leur métropole. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être le cas entre le Maroc et la France, il va y avoir des négociations entre les leaders marocains de la décolonisation et le gouvernement français, et finalement ces pays vont obtenir leur indépendance après négociation dans les années 60. Pour l'Angleterre, c'est un mouvement très très fort, puisque en 1960, pile vraiment à cette date-là, il y a 30 pays africains qui sont créés. Donc on a un mouvement de décolonisation dans les années 60 qui est énorme. On a l'Afrique qui se libère et qui devient indépendante après cette date-là. Alors qu'est-ce qu'on négocie? La France et le Royaume-Uni cherchent à négocier des liens forts entre leurs anciennes colonies et eux. Ils savent qu'ils vont perdre leur dépendance, enfin qu'ils n'auront plus les colonies, mais ce qu'ils veulent par contre, c'est maintenir un lien économique fort. L'Afrique, c'est un continent avec énormément de ressources, et on est très attaché à pouvoir exploiter ces ressources. Alors qu'est-ce qu'on va négocier? D'accord, vous avez votre indépendance, mais vous ne virez pas les entreprises françaises. Vous nous permettez d'exploiter tel ou tel gisement, tel ou tel minerai, etc., etc. C'est ce genre de négociations qui vont se faire pendant les années 60 et qui tiennent toujours debout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toujours, la France et l'Afrique a toujours un lien très très fort avec ses anciennes colonies, et le Royaume-Uni également avec ses anciennes colonies. Alors vous voyez que quand même on a ici des étoiles. Je vous les ai mis déjà sur l'activité, vous n'avez pas besoin de les mettre. Celles-là, ce sont les principales guerres d'indépendance. Donc j'ai parlé de négociation. Attention, ça ne s'est pas toujours fait dans la négociation et dans le calme. On va en parler un petit peu plus en détail. Et ces premières aussi lois de liberté qui ont été données, la loi de Fer et puis les lois en 1958, sont apparues après quand même une première phase de répression, et de répression violente. C'est-à-dire qu'on a eu des mouvements de manifestations, de révoltes, etc. dans les colonies qui ont été écrasés, et qui ont été écrasés parfois militairement, donc de manière extrêmement violente. Alors c'est le cas à Madagascar, donc c'est cette île ici. Donc je vais vous montrer un petit peu une répression qui a été extrêmement violente, qui a été écrasée par la France. Donc on va voir ce texte-là. La nature de ce texte, c'est un article en ligne. On est sur un article qui a été publié le 30 janvier 2019 sur Herodote.net. Et le titre de cet article, c'est 29 mars 1947, révolte à Madagascar. Donc c'est un article qui est paru en 2019, mais qui parle bien de 1947. Le sujet, c'est la répression des mouvements de décolonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, les élites malgaches se prennent à rêver au principe de liberté. 3 députés malgaches, donc malgaches c'est les gens qui viennent de Madagascar, à l'Assemblée constituante française fondent dès 1946 à Paris le mouvement démocratique de rénovation malgache. L'un d'eux, cependant, Joseph Razeta, ne s'en tient pas là. Il crée la même année une société secrète, la JINA, Jeunesse nationaliste, et prépare un soulèvement violent en vue de conquérir l'indépendance. Donc voilà, on a ce dont je vous parlais après ça, après la Seconde Guerre mondiale, on a le rêve d'indépendance, on a cette volonté d'indépendance des colonies, et on a deux façons de faire. On a la façon, on va dire, modérée, par la tentative de négociation, et puis on a qui pensent que l'indépendance doit passer par une lutte plus violente, plus directe. Donc c'est ainsi que le 29 mars, quelques centaines d'hommes, simplement armés de saguets et de coupe-coupe, attaquent des petites villes côtières et des plantations. Donc les saguets, ce sont des sortes de lances, des coupe-coupe, donc des gros couteaux, des machettes. Le gouvernement envoie à Madagascar des renforts. Ce sont d'abord pour l'essentiel des troupes coloniales, donc des tirailleurs sénégalais. Tirailleurs sénégalais, ce sont
des soldats qui ont combattu pour l'armée française. Donc ils savent se battre, hein, vous inquiétez pas. La répression donne lieu à de nombreux débordements et crimes de guerre, tortures, exécutions sommaires, regroupements forcés, mise à feu de villages. Alors attention, vous trompez pas, ce ne sont pas les tirailleurs, enfin ce ne sont pas que les tirailleurs sénégalais qui ont commis ce genre d'exactions. Les tirailleurs sénégalais en ont commis, mais c'est aussi l'armée française plus classique, en tout cas pas les troupes coloniales. Ça a été commis partout. En 20 mois, la pacification aurait fait 89 000 victimes chez les Malgaches, selon les comptes officiels de l'État français. Donc voilà, on a une répression à Madagascar qui est quand même extrêmement violente. On a une centaine de personnes de Madagascar qui font une révolution, qui essayent de faire une révolution violente. C'est réprimé avec 89 000 personnes qui en perdent la vie, selon les comptes officiels. Donc c'est quand même une répression d'une force énorme. Envoyer l'armée contre une révolte comme ça, c'est quand même d'une violence extraordinaire. Donc il y a un premier mouvement de répression après la Seconde Guerre mondiale contre ces colonies, et ensuite se rendant compte que on ne peut pas garder les colonies, on n'y arrivera pas, euh, on se rend compte qu'il va falloir négocier, il va falloir faire autrement. On va écrire cette trace écrite. Donc, entre les années 1945 et 1970, les empires coloniaux s'écroulent. Si les mouvements indépendantistes sont d'abord réprimés violemment, comme à Madagascar en 1947, les empires coloniaux se rendent compte qu'ils ne pourront plus conserver leurs colonies. Un mouvement de décolonisation se met alors en place. En France, une large autonomie est d'abord donnée en 1956, puis en 1958. La majorité des colonies vont ainsi obtenir leur indépendance via des négociations. C'est le cas pour le Maroc et la Tunisie en 1956, puis l'ensemble de l'Afrique noire, l'Afrique dite noire, hein, donc c'est l'Afrique plutôt centrale, le Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., dès 1960. Au Royaume-Uni, après l'indépendance de l'Inde en 1947, plus de 30 États accèdent à l'indépendance en 1960. Et donc vous pouvez mettre voir activité 1. Mettez sur pause pour pouvoir écrire cette TE, et ensuite vous avez le mot du coup de décolonisation à écrire dans le lexique, c'est un mot assez court. Donc voilà le mot de lexique, décolonisation, processus d'accès à l'indépendance des colonies, tout simplement. Donc écrivez ce mot de lexique et on passe à la suite. Alors maintenant, il va falloir là activer un petit peu son cerveau. On va passer à l'activité 2, l'indépendance de l'Indochine. Donc vous collez l'activité, vous pouvez tout à fait plier. Donc encore une fois, si vous pouvez, si vous imprimez la fiche, et on répond sur son cahier. Donc comme je vous l'ai déjà dit, si vous ne pouvez pas imprimer, pas de souci. Vous gardez votre fichier sur l'ordinateur, enfin en version numérique sur votre téléphone, je ne sais pas, et vous répondez aux questions directement sur votre cahier, comme si vous aviez l'activité et que vous l'aviez imprimée. Pas de souci, vous mettez juste le nom de l'activité, les numéros des questions et vous répondez immédiatement. Alors pour cette activité, vous allez avoir besoin donc de ceci. Je vais vous laisser la diapositive comme celle-ci pour pouvoir faire cette activité. Donc vous avez plusieurs documents ici, donc un document de type image là, une chronologie de la guerre d'Indochine et une carte qui va vous aider donc, à situer l'Indochine et les différents pays qui se trouvent à l'intérieur. Donc vous avez cette diapositive là et l'activité 2 et donc ici vous l'avez normalement téléchargé. Donc vous avez un texte ici et vous avez les documents que je viens de vous montrer sur la diapositive, les consignes sont là. Lis le texte ci-dessous et regarde les documents projetés au diaporama, puis réponds aux questions par des phrases. Je rappelle, hein. N'oublie pas de justifier contre le demande. Donc les questions sont ici. Vous avez des questions, pour pouvoir y répondre, il va falloir que vous regardiez le diaporama, et certaines questions, il va falloir que vous regardiez le texte. C'est pas compliqué, vous allez tout de suite deviner où est-ce qu'il faut regarder. Je vous mets la diapositive donc, qui va vous servir pour faire l'activité. Mettez sur pause pour pouvoir faire cette activité et une fois que vous l'avez faite, on corrige. Donc on passe à la correction de l'activité 2. Je vous rappelle que j'ai donc laissé le fichier correction dans le cahier de texte, donc vous pouvez tout à fait les retrouver à l'écrit très facilement. Là, je vous la fais à l'oral rapidement.
Donc quels sont les 3 pays qui sont dans l'Indochine française? Donc pour ça, il vous fallait regarder la diapositive. Donc sur cette diapositive, vous pouvez voir, et j'en ai parlé également au début du cours, les 3 pays qui sont là. Vous avez le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Alors là, qui est coupé en Vietnam Nord, Vietnam Sud. Et donc voilà, ce sont les 3 pays présents, Laos, Vietnam et Cambodge. Ensuite, question 2, quel événement accélère la fin de la guerre d'Indochine? Alors pour cette question, il vous fallait également regarder la diapositive. Vous avez un moyen de le savoir, donc je vous ai mis ici la défaite française de Dien Bien Phu. Donc c'est une bataille qui va durer 55 jours de siège. Les Français sont assiégés pendant 55 jours, perdent 3000 hommes, 10 000 sont faits prisonniers, et c'est une humiliation absolument incroyable pour la France, pour l'armée française, parce que cette armée française se fait battre par des colons, par une colonie. Le discours encore qui est tenu dans les années 45, c'est que les colonisés sont plus ou moins des sous-hommes, des sous-français. Enfin, c'est pas des gens qui sont à égalité avec les Européens. Les Européens sont au-dessus des personnes colonisées. Alors imaginez un petit peu le choc que c'est de se faire écraser par une armée vietnamienne, de coloniser. Pour l'époque, c'est un choc extrême. C'est une défaite sanglante et cinglante. Et vous pouvez voir que c'est bien cette défaite-là qui accélère l'indépendance, puisque regardez, la défaite est subie le 7 mai 54 et l'accord de Genève, l'accord de paix, est fait le 20 juillet 54. Donc c'est bien cette défaite de Dien Bien Phu qui accélère l'indépendance. Ça l'accélère, pourquoi ça l'accélère? Parce que si vous regardez bien la carte, regardez, vous avez les territoires contrôlés par le Viet Minh, c'est-à-dire les partisans de l'indépendance, donc qui sont en rouge, et l'avancée du Viet Minh de 50 à 54, elle est quand même flagrante. Ici, vous voyez les territoires en orange. Donc les territoires contrôlés par les Français sont en train de se perdre petit à petit. Et en plus, on a l'aide chinoise là derrière. Donc voilà, l'indépendance, plus les défaites françaises. Donc l'indépendance était sur le point de se faire. Et cette défaite de Dien Bien Phu, elle vient vraiment achever tout ça. Elle vient mettre fin aux espoirs de la France de garder l'Indochine. La question 3, sur quel document s'appuie Ho Chi Minh pour déclarer l'indépendance du Vietnam, que la France ne peut remettre en question? Alors là, il va vous falloir regarder le texte pour le coup. Donc c'est la première phrase de ce texte, c'est la déclaration d'indépendance de la République du Vietnam par Ho Chi Minh. Donc Ho Chi Minh, c'est le grand personnage de l'indépendance du Vietnam. Et il utilise la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française. Alors ça, c'est très intelligent de sa part, puisque ça montre, on cherche à montrer là, avec ce document-là, vous ne pouvez pas réfuter mon argument, c'est un document français. Donc c'est même pas un document que nous les Vietnamiens on a créé, c'est un document français. Et vous êtes en contradiction avec votre propre document. Et un document qui, en plus de ça, est fondateur de la République française, de la France. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est peut-être le document légal le plus important qui existe en France. Donc voilà, c'est le document qu'utilise Ho Chi Minh pour déclarer l'indépendance du Vietnam et que la France ne peut absolument pas remettre en question. Et c'est très intelligent de sa part. Question 4. Que dénonce Ho Chi Minh à propos du comportement des Français? Donc là, c'est en lien avec cette déclaration-là. La déclaration, il utilise cette partie-là. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et il enchaîne en disant que ce sont des vérités indéniables. Donc oui, vous avez raison, tout à fait, les Français, vous avez tout à fait raison. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et pourquoi nous, vous ne nous l'accordez pas? Puisque pendant 80 ans, les Français renient leurs principes de liberté, égalité, fraternité. Ils ont violé la terre de nos ancêtres, opprimé nos compatriotes. Donc là, c'est évidemment, il parle de la colonisation lorsqu'il parle de ça. Donc ce qu'il dénonce Ho Chi Minh, finalement, c'est une hypocrisie, c'est l'hypocrisie des Français. Vous parlez à tue-tête de liberté, d'égalité, et vous nous imposez la colonisation, où nous, on n'est pas traités de la même façon, on n'est pas libre, on ne peut pas se diriger nous-mêmes. Donc c'est ça qui est dénoncé par Ho Chi Minh, c'est l'hypocrisie des Français à ce propos-là.
Donc question 5, quel argument lié à la Seconde Guerre mondiale Ho Chi Minh utilise-t-il pour renforcer le droit des Vietnamiens à l'indépendance? Donc l'argument que vous avez ici pour la Seconde Guerre mondiale se trouve là. Durant ces dernières années, ce peuple vietnamien s'est décidément rangé du côté des Alliés pour lutter contre le fascisme. Donc là, on a un argument qui est utilisé par Ho Chi Minh, c'est regardez, nous, les Vietnamiens, on s'est battus avec vous, on s'est battus contre le nazisme, contre le fascisme, et donc on a le droit d'être libre pour ça. On a le droit d'être indépendant. Donc l'argument lié à la Seconde Guerre mondiale d'Ho Chi Minh pour renforcer le droit des Vietnamiens à l'indépendance, c'est que les Vietnamiens se sont battus aux côtés des Alliés. On a des troupes coloniales qui se sont battues avec la France, et donc pour ça, elles ont le droit à la liberté. Alors la dernière question, c'est de savoir finalement pourquoi est-ce que la France a résisté si fortement avec l'Indochine, pourquoi est-ce qu'elle a résisté si fortement avec l'Algérie? Ben, c'est parce que la France considérait ces territoires comme vraiment faisant partie du territoire national, vraiment pleinement. Ce sont aussi des endroits qui se sont révoltés très tôt. La guerre d'Indochine, ça commence en 1946. Ce sont des endroits qui n'étaient plus vraiment contrôlés aussi après la défaite. Le Japon va s'emparer de ces territoires. Enfin, c'est compliqué. C'est des territoires où il y a déjà un fort conflit. Et la France ne veut pas le lâcher parce que c'est considéré comme un territoire national. Et puis on n'a pas encore bien pris conscience que le mouvement de décolonisation est en marche tout simplement et que ces colonies, on ne va pas pouvoir les retenir. Là, je vous ai montré la guerre d'Algérie, mais je vous ai montré la guerre d'Indochine justement, mais il y a aussi la guerre d'Algérie qui est l'autre grand mouvement, l'autre grande guerre d'indépendance avec la France. Et ces deux événements-là ont fait comprendre aussi aux Français qu'on ne pouvait plus tenir les colonies. Les gouvernements français ont très vite compris hein, que l'Indochine, l'Algérie, mais aussi toutes les autres colonies, on ne pourrait pas les tenir, ça ne serait pas possible. Mais voilà, la France souhaite conserver ses colonies parce que on considère que ça fait partie du territoire national. Particulièrement l'Algérie, où c'est vraiment considéré comme un département à part entière, une région, comme peut l'être la Bourgogne. L'Algérie, voilà, c'est une région de la France. Donc on a beaucoup de mal à s'en séparer. Donc vous allez copier cette dernière trace écrite du cours. Si la majorité des colonies accèdent à l'indépendance via des négociations, certaines colonies ont dû mener des guerres sanglantes pour leur indépendance. La France a refusé de laisser partir certaines colonies qu'elle considérait comme faisant partie intégrante du territoire national. C'est le cas de l'Algérie, donc là je vous ai mis la date de la guerre d'Algérie, mais aussi de l'Indochine, donc pareil, les dates de la guerre d'Indochine, et vous pouvez marquer voir activité 1 et activité 2. C'est donc la dernière trace écrite de ce cours, mettez sur pause pour pouvoir la copier, et ensuite pour les prochains cours, on va s'attaquer vraiment à la guerre froide, maintenant qu'on a posé ce contexte des décolonisations.